Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons deux volets à débattre ensemble. Le premier concernant la politique dans notre région arabe et africaine, et concernant le tourisme en Égypte. À commencer par le ministre des Affaires étrangères, Sameh Chokri, qui a mis en garde contre les conséquences des politiques unilatérales de l'Éthiopie. Il faut dire que le ministre des Affaires étrangères a confirmé et a avancé le plein soutien de l'Égypte à la Somalie et a appelé au respect de sa souveraineté lors d'une réunion mercredi à la Ligue arabe. Et l'Égypte a déclaré et a affiché son plein soutien à la Somalie dans son conflit face à l'Éthiopie. Aussi, nous allons évoquer les derniers points concernant Gaza et concernant le déroulement des circonstances, les circonstances qui se déroulent sur le champ. Et il faut dire que Hamas a posé mercredi de nouvelles conditions à l'entrée dans la bande de Gaza de médicaments notamment destinés aux otages enlevés le 7 octobre, indiquant avoir en particulier refusé l'inspection du convoi par les autorités israéliennes. Et finalement, nous allons parler des statistiques et du recensement concernant le tourisme en Égypte. À commencer tout de suite par le ministre des Affaires étrangères, Sameh Chokri, qui a confirmé le plein soutien de l'Égypte à la Somalie et a appelé au respect de sa souveraineté lors d'une réunion mercredi à la Ligue arabe. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Chokri, a annoncé le soutien total de l'Égypte à la Somalie dans son conflit actuel avec l'Éthiopie, mettant en garde contre les conséquences des politiques unilatérales d'Addis Abeba qui violent les principes de bon voisinage. Lors d'une session extraordinaire du Conseil ministériel de la Ligue arabe consacrée à la Somalie, Chokri a appelé les pays arabes et la communauté internationale à exprimer leur respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Somalie, conformément aux principes des Nations Unies, et à rejeter toute mesure qui porterait atteinte à cette souveraineté. Un accord signé le 1er janvier entre l'Éthiopie et la région du Somaliland, qui a unilatéralement proclamé son indépendance de la Somalie en 1991, mais n'est pas reconnu par la communauté internationale. En vertu de cet accord, le Somaliland entend octroyer à Addis Abeba l'accès à 20 km de ses côtes pour une durée de 50 ans. L'accord a renouvelé les tensions entre Mogadiscio et Addis Abeba. La Somalie a dénoncé une agression et une violation flagrante de sa souveraineté, permettant de combattre ce texte illégal par tous les moyens légaux. Les actions unilatérales de l'Éthiopie et sa politique d'imposer le fait accompli violent le droit international et nuisent aux principes de bon voisinage et aux intérêts des gouvernements et des peuples africains, a prévenu Chokri. Cet accord a un impact sur la stabilité de la région. L'Éthiopie alimente le chaos dans son environnement régional, a ajouté le chef de la diplomatie. Chokri a conclu son discours en affirmant que cette réunion lance un message clair selon lequel les pays arabes se tiennent aux côtés de la Somalie face à tout ce qui pourrait porter atteinte à sa souveraineté. Il faut dire que aujourd'hui, Gaza, nous allons passer en revue les derniers éléments, les dernières circonstances dans la bande de Gaza. Il faut dire que Hamas a posé mercredi de nouvelles conditions à l'entrée dans la bande de Gaza de médicaments, notamment destinés aux otages enlevés le 7 octobre, indiquant avoir en particulier refusé l'inspection du convoi par les autorités israéliennes. Voyons les détails dans ce compte rendu. Les camions de produits pharmaceutiques entreront sans inspection israélienne, selon un tweet sur les réseaux sociaux X d'un haut responsable du mouvement palestinien. Nous avons posé plusieurs conditions que Moussa Merzo détaille dans ce tweet. Outre l'inspection des camions, pour chaque boîte de médicaments qui ira aux 45 otages auxquels ils sont destinés, 1000 boîtes iront aux habitants de Gaza. Les médicaments seront fournis via un pays en lequel nous avons confiance, le Qatar et non la France, comme Israël le demandait. Une fois entrés dans la bande de Gaza, les médicaments, qu'ils soient destinés à la population ou aux otages, seront acheminés dans 4 hôpitaux différents de la bande de Gaza. Enfin, le Hamas réclame davantage d'aide et de médicaments.
Non seul et non la partie israélienne avons déterminé la quantité de médicaments qui devaient entrer, qui devait être l'intermédiaire et quel devait être le mécanisme de distribution, a assuré Abou Marzouk. Le processus habituel est que l'aide humanitaire provenant d'Égypte transite par le passage de Rafah, puis est inspectée par les Israéliens au point de contrôle de Karam Shalom, entre Israël et le petit territoire palestinien. Il retourne ensuite à Rafah avant de finalement entrer dans la bande de Gaza. Interrogé sur cette question des inspections du convoi de médicaments, le porte-parole du gouvernement israélien n'a fait aucun commentaire. Selon une source sécuritaire en Égypte, un avion transportant ces médicaments est arrivé mercredi depuis le Qatar à El Arish, près de Rafah. Hamas avait enlevé environ 250 personnes emmenées comme otages dans la bande de Gaza, selon les autorités israéliennes. Une centaine ont été relâchées, notamment lors d'une trêve fin novembre, mais 132 personnes manquent encore à l'appel selon les autorités israéliennes. Parmi elles, 27 sont mortes selon les données officielles israéliennes. Le ministère de la Santé à Gaza, pour sa part, donnait hier un bilan de 24 448 morts dans la bande de Gaza, dans la guerre engagée contre la bande, dont près des 3/4 sont des femmes et des mineurs. Et pour nous donner plus d'explications, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligi, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous. Monsieur l'ambassadeur, Hamas a posé mercredi de nouvelles conditions à l'entrée dans la bande de Gaza de médicaments, notamment destinés aux otages enlevés le 7 octobre. On aimerait avoir plus d'explications. Donc, comme vous savez que la situation devient de plus en plus tendue et juste hier, on a entendu le Premier ministre israélien parler d'une guerre qui prendra encore des mois et des mois. Cela montre que Israël, jusqu'à maintenant, n'est pas convaincu que la meilleure solution, c'est de arrêter ce génocide qui prend place en ce moment et commencer à avoir des négociations sérieuses pour la libération des otages des deux côtés. Cela certainement force aussi les Palestiniens et notamment les militants de Hamas de prendre aussi des positions assez rigides pour négocier avec la partie israélienne. Malheureusement, il n'y a aucun signe jusqu'à présent israélien qui montre que on peut calmer la situation pour qu'on reprend des négociations raisonnables entre les deux parties, malgré l'intermédiaire de l'Égypte à plusieurs reprises, mais pour le moment, il y a un bloc et que j'espère qu'on va le dépasser bientôt. Oui. Il faut dire que, comment évaluez-vous la situation actuelle? Le tribunal international de justice avait promulgué un verdict selon lequel Israël devait absolument arrêter ses agressions à l'encontre des Palestiniens. À votre avis, est-ce que ce verdict sera mis en application et quelles sont les conditions et qu'est-ce qui devrait arriver pour que ce verdict soit mis en vigueur? Bon, premièrement, je ne crois pas avec les conditions actuelles et avec ce que je viens de dire maintenant et de citer, et la position très stricte du gouvernement israélien, certainement pour des raisons, encore une fois, on doit répéter ça, que cette position israélienne coule de le problème interne israélien que ce gouvernement a perdu la confiance des électeurs israéliens eux-mêmes. À cause des attaques du 7 octobre, ils jugent que le Premier ministre n'a pas fait son travail de sorte que de préventer les attaques du 7 octobre. Mais comme vous venez de le citer, le verdict de la Cour internationale de justice montre qu'en première instance que le cas est accepté. Ce qui veut dire qu'on va attendre à avoir une position aussi stricte de la part de la communauté internationale représentée ici et reflétée par la Cour internationale de justice. Mais je pense qu'Israël ne va pas accepter
aucune décision de la Cour avant que ça soit forcé à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme vous le savez, si le verdict est contre un pays et que le pays refuse de se plier à la décision du tribunal, cela exige que le tribunal va envoyer la décision au Conseil de sécurité pour forcer ou presser, dans ce cas Israël, à se plier à la décision de la Cour. Mais cela attend une réponse officielle, doit attendre une réponse officielle de la partie d'Israël avant de bouger encore davantage au Conseil de sécurité. Oui, Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais passer à un autre dossier, celui de la Somalie et de l'Éthiopie. Dans une réunion dans une réunion au siège de la Ligue arabe, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri a déclaré ou a affiché le plein soutien de l'Égypte à la Somalie dans son conflit avec l'Éthiopie. On aimerait jeter la lumière très brièvement sur ce genre de conflit. Donc, comme vous savez, historiquement, les relations ont toujours été tendues entre l'Éthiopie et la Somalie. On a vu il y a pas mal de temps, je pense il y a 3 semaines ou un mois peut-être, que l'Éthiopie avait signé un accord avec le Somaliland, ce qui est une violation au droit international, étant donné qu'il est en train de parler à une partie qui se croit indépendante en dehors du gouvernement central de la Somalie. Cela a donné certainement un sentiment de ressentiment en ce qui concerne les relations entre l'Éthiopie et une fraction interne somalienne. Cela dit, certainement l'Égypte, étant donné que c'est un pays qui croit et qui donne toujours le droit au droit international, a supporté et a soutenu la position officielle du gouvernement légitime de la Somalie en ce qui concerne ce conflit verbal, jusqu'à présent au moins, entre les deux pays. Et j'espère que l'Éthiopie va comprendre que les situations internationales ne se règlent pas de cette manière. Certainement, on connaît l'histoire de l'Éthiopie avec l'Égypte et le Soudan en ce qui concerne le bassin du Nil et le barrage de la Renaissance, et avec toutes les ramifications des négociations jusqu'au moment où on était obligé d'arrêter les négociations parce que les Éthiopiens ne veulent pas se plier au droit international comme prévu en ce qui concerne les pays qui partagent une seule rivière. Et du coup, alors l'Égypte prend toujours la position du droit international en confirmant son soutien pour le gouvernement légitime somalien. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, merci beaucoup pour votre intervention. Nous allons passer à un autre dossier, celui du tourisme. Il faut dire que l'Égypte enregistre un nombre record de 14,9 millions de touristes en 2023. 3,6 millions de touristes sont arrivés en Égypte durant le 4e trimestre de 2023, avec une augmentation de 8% par rapport à la même période de l'année précédente. Selon le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, malgré les défis multiples, l'année 2023 a témoigné d'un record de 14,900 millions de touristes. Voyons les détails dans ce compte rendu.